L'industrie du cinéma est très lucrative, surtout lorsqu'on possède une franchise qui traverse les décennies. C'est le cas de James Bond, qui est un agent secret apparu dans les romans de Ian Fleming dans les années 50 avant d'être porté sur grand écran. À travers le temps, James Bond va devenir l'une des franchises les plus payantes de l'histoire du cinéma, mais aussi l'une des plus longues. J'aime l'histoire, mais j'ai aussi un petit côté geek. J'aime les super-héros, les bandes dessinées, les univers comme Star Wars ou Le Seigneur des Anneaux. J'aime aussi aller derrière ces histoires-là pour en apprendre sur leur création et l'évolution des lieux, des personnages et des intrigues qui évoluent à travers le temps et qui sont teintées de leurs époques. Si je devais donner un nom générique au balado où je décortique tout ça, ce serait Le Coin du Geek. Le père du personnage de James Bond est le Britannique Ian Fleming, je l'ai déjà dit. C'est un romancier qui se passionnait de livres d'espionnage. Ian Fleming était aussi un journaliste et a été lui-même espion pour la couronne britannique. On voit une petite inspiration là pour son personnage. Grand séducteur, gros buveur, Ian Fleming avait beaucoup en commun avec son personnage. Parfois, le fruit ne tombe pas loin de l'arbre. Malheureusement, Ian Fleming ne verra pas l'immense succès cinématographique qu'aura James Bond, parce qu'il va mourir en 1964. Ouais, l'agent secret avait déjà été la vedette de quelques productions, mais qui aurait cru que le héros survivrait jusqu'au 21e siècle? Si on demande à la plupart des gens qui est le premier interprète de James Bond, plusieurs vont répondre que c'est Sean Connery. C'est vrai dans la mesure où c'est le premier interprète d'un long métrage de James Bond. En fait, en 1954, soit 8 ans avant Sean Connery, Barry Nelson interprète l'agent secret dans une adaptation de Casino Royale, qui est un épisode de Climax, un programme de télévision américain qui a produit plus de 100 téléfilms. On doit tout de même l'avouer, la version de Barry Nelson est bien différente de celle à laquelle on est habitué. L'agent secret est américain, il travaille pour la CIA et il porte le nom de Jimmy Bond. Ouais, t'as bien compris. L'agent 007 s'appelait Jimmy. En 1962, Dr. No sort en salle et devient le premier long métrage de l'agent 007. Sean Connery, qui en est l'interprète, était loin de se douter qu'il allait incarner un total de 6 fois le rôle de James Bond. Dans l'un de ces films-là, d'ailleurs, Sean Connery se déguise en japonais. On va être gentil en disant que ça a mal vieilli. Après des recherches infructueuses pour remplacer Sean Connery dans le rôle de James Bond, les producteurs font appel à George Lazenby, même si ce gars-là avait jamais véritablement joué devant une caméra. Son expérience, ou du moins son manque d'expérience, fait pas peur à George Lazenby, qui prend des cours de diction et travaille dur pour convaincre qu'il est crédible dans le rôle. Entre autres, il regarde les films précédents de James Bond avec Sean Connery à ses côtés. Il y a eu un pas pire mentor, mettons. Sean Connery veut gommer son fort accent australien. Parce que oui, George Lazenby était australien. Ça fait donc taire les rumeurs selon lesquelles il faut être britannique pour jouer l'agent 007. Mais ça change pas grand chose parce que George Lazenby nous livre une prestation d'acteur ni bonne ni mauvaise. C'est ce qu'on constate dans son film Au service secret de Sa Majesté, sorti en 1969. Âgé de 29 ans, Lazenby est devenu, et reste encore aujourd'hui, le plus jeune acteur à avoir incarné James Bond. Anecdote croustillante, dans Au service secret de Sa Majesté, James Bond se marie, mais son amoureuse est assassinée durant le mariage. On va se le dire, c'est tragique. Quoique dans le film suivant, James Bond semble miraculeusement pas atteint par le deuil de sa femme. En tout cas, il doit prendre de méchantes bonnes pilules. Après la sortie du film, l'acteur refuse de signer un autre contrat. C'est peut-être dû au fait que le film connaît un moins gros succès que les films précédents, mais certaines sources disent qu'il aurait renoncé à tourner d'autres films de la série sur les conseils de son agent, selon lequel les succès de James Bond ne dureraient pas. Pourtant, Au service secret de Sa Majesté est considéré par certains fans et des critiques de cinéma comme un des meilleurs films de la série. On retourne donc rapidement à la recherche d'un nouveau James Bond et c'est finalement Sean Connery qui reprend le rôle pour Les Diamants sont éternels en 1971. Roger Moore va être le prochain à remplir l'uniforme de l'agent 007. Il va incarner James Bond 7 fois dans les années 70 et 80. Encore aujourd'hui, ce record-là n'a pas été battu.
C'est une période, disons, spéciale de James Bond. Je trouve que ça ressemblait au Batman des années 60 avec Adam West, mais sans les blagues. Tu sais, au moins Adam West savait qu'il y avait une touche d'humour dans Batman. Roger Moore a simplement l'air d'être déconnecté de son univers. Ça vieillit mal. Après Roger Moore, c'est Timothy Dalton qui va incarner l'agent secret le temps de 2 films. Honnêtement, on n'a pas grand chose à dire sur Timothy Dalton. Le gars est probablement bien gentil, mais quand tu incarnes James Bond après Roger Moore et avant Pierce Brosnan, tu tombes un peu dans l'oubli. En parlant de Pierce Brosnan, il incarne James Bond pendant 4 films, soit de 1995 à 2002. Si les effets spéciaux sont quand même bien, je mets un bémol là-dessus quand même, le jeu d'acteur de Pierce Brosnan en surprend plusieurs par sa médiocrité. On va se le dire, c'était pas écoutable. Le point positif, c'est peut-être que le personnage de M est joué pour la première fois par une femme, Judi Dench, pour pas la nommer. Daniel Craig reprend le flambeau de James Bond en 2006 et ça crée un tollé chez les fans parce que Daniel Craig est blond et que selon plusieurs spécialistes de salon, James Bond ne pourrait pas avoir les cheveux blonds. Je pense que les gens en sont revenus. Avec Daniel Craig qui enfile le costume de l'agent 007, on arrive à une première. James Bond a désormais un arc narratif. L'agent commence sa carrière dans Casino Royale et son histoire se termine dans No Time to Die. Dans les 5 films de Daniel Craig, l'agent secret vit des péripéties et s'en souvient. J'aimerais rappeler qu'en 1969, James Bond s'est marié et que la mort de sa femme ne l'a pas trop affecté dans le film suivant. Les scènes des films de Daniel Craig sont plus réalistes, plus intenses, même que s'il y a parfois des égarements. Je pense à la scène dans Casino Royale où James Bond se fait frapper maintes et maintes fois entre les jambes. Déjà là, c'est une drôle de scène à intégrer dans un film de James Bond, mais le plus curieux, c'est que l'agent secret marche sans difficulté dans les scènes suivantes. Je veux bien croire que James Bond est résistant, qu'il est peut-être entraîné pour ne pas ressentir la douleur, mais il y a des limites à ce qu'on peut faire subir au corps humain. Avec Daniel Craig, on fait plus de place aux personnages féminins. D'ailleurs, même si on assiste à une refonte des films, Judi Dench demeure le personnage de M. On cherche aussi à être plus près du réel. Par exemple, dans Casino Royale, James Bond réconforte une fille sous la douche qui vit un choc post-traumatique. Une réaction normale pour n'importe qui vivrait une scène d'action dans un film de James Bond. Dans le scénario, la fille et James Bond devaient être en sous-vêtements, mais Daniel Craig se disait que les personnages devaient garder leurs vêtements même s'il était sous la douche. Il en a fait la proposition à la productrice qui a vu là-dedans une idée de génie. Si les personnages gardent leurs vêtements, on voit donc moins de peau, ce qu'on n'est pas nécessairement habitué de voir dans un James Bond. Et ça rend surtout la scène encore plus érotique que les 2 personnages aient gardé leurs vêtements sous la douche. Même s'il y a quand même quelque chose d'étrange à rendre érotique un choc post-traumatique, mais bon. Skyfall est le premier film de James Bond à dépasser le $1 milliard au box-office. On s'entend que l'inflation y est pour quelque chose, mais quand même, ça reste impressionnant. Faut dire que les astres étaient alignés pour que ça arrive. Un arc narratif de plus en plus assumé, un Daniel Craig que le public a adopté depuis quelques années, et la participation d'Adèle à la musique du générique. Parce que les films de James Bond, c'est pas juste des acteurs, il y a aussi des chansons thèmes. Au fil des années, les films de l'espion britannique ont accumulé un grand nombre de chanteurs et chanteuses qui ont offert leur voix au service des génériques des films. Que ce soit Paul McCartney, Tina Turner, Duran Duran ou plus récemment Adele et Billie Eilish. Mais la plus connue des musiques est sans aucun doute la musique thème qui apparaît dès le premier film. C'est un jazz symphonique d'un verre d'oreille qui traverse très bien le temps. À travers les années, on voit également des produits dérivés voir le jour. Autre que les boîtes à lunch et les t-shirts, on a une série d'animations douteuses en 1991. Ça s'appelle James Bond Junior. Ça a l'air que personne leur a dit que c'était une mauvaise idée. La série dure pas plus d'une saison, on se demande même pas pourquoi. C'est un énorme échec auprès du public. C'est sans doute pour ça que t'en as jamais entendu parler et que la série a pratiquement jamais été rediffusée. Mais il y a quand même un produit dérivé qui a fonctionné à fond de train. C'est le jeu de Nintendo 64 GoldenEye 007. Ce jeu-là est encensé par la critique et se vend à plus de 8 millions d'exemplaires. Ça en fait l'un des jeux vidéo les plus vendus des années 90 et même de tous les temps. Si on recule en arrière jusqu'en 1967, on s'aperçoit que c'est l'année où un film d'espionnage parodique de Casino Royale avec un James Bond vieux qui voit le jour. L'interprète est nul autre que David Niven.
C'est entre autres lui qui a interprété le fantôme dans La Panthère Rose. Il paraît que c'est David Niven que Ian Fleming, le créateur de James Bond, aurait voulu avoir pour interpréter son personnage à la place de Sean Connery. Mais les producteurs étaient contre l'idée. David Niven a bien pris sa revanche en parodiant l'agent secret. Mais retournons plus près d'aujourd'hui. Le départ de Daniel Craig marque la fin d'un cycle pour la saga de l'agent 007. Et maintenant que James Bond n'existe plus, on fait quoi? Personnellement, j'irais avec une pause de James Bond. Premièrement parce que le personnage a eu droit à 25 films officiels depuis 1962. On est proche de la sortie d'un film aux 2 ans et demi. On en a soupé des James Bond. Secondo, je l'ai dit tantôt, mais quand Daniel Craig a repris le rôle, les gens ont été scandalisés à cause de la couleur des cheveux de l'acteur. Ça démontre bien que le personnage est figé dans un carcan purement physique. Bref, une coquille vide. Dans le fond, on peut faire jouer le rôle de James Bond par n'importe quel acteur avec un tuxedo rempli par des muscles. N'importe quel acteur musclé peut arriver à faire ça. C'est pas ce qui manque à Hollywood. De ce qu'on connaît de l'agent 007, c'est que tous les méchants connaissent son identité. Ce qui fait de James Bond le pire agent secret de l'univers. Le rôle d'un agent secret, c'est surtout de rester secret. Il prend toujours la même chose quand il va au bar. Soit que James Bond est vraiment difficile ou il a pas compris l'art de le passer inaperçu en commandant jamais la même affaire. En tout cas. Ah, puis j'oubliais, au fil des films, on comprend vite que James Bond ne sait pas ce que c'est que le consentement sexuel. Mais même après les 5 films de Daniel Craig, tout ce qu'on sait du personnage principal, c'est que c'est un orphelin qui fait du ski. Bref, James Bond est tellement vide comme personnage que dès que tu changes un peu ce qu'il est, sa couleur de cheveux ou sa couleur de peau, pourquoi pas, James Bond est plus James Bond. Ça peut pas être James Bond s'il conduit pas une voiture de luxe ou s'il boit pas un vodka martini. C'est vrai que la période Daniel Craig change un peu le portrait de l'agent secret. Mais ça aura pris 50 ans et 25 films pour arriver à juste ça. J'en viens à la conclusion que c'est peut-être difficile pour James Bond de se créer une nouvelle personnalité. Ou du moins, juste une personnalité tout court, là. En fait, l'affaire, c'est que ceux qui sont derrière les productions de ces films de James Bond-là, ils changent pas. Parlons-en de ce qui se trouve derrière les films de James Bond, parce qu'on l'a pas encore fait. Derrière James Bond, on a la famille Broccoli. C'est pas une joke, là. Leur nom de famille, c'est Broccoli. Albert Broccoli, en 1961, à l'aide d'un associé, va créer la société de production de cinéma EON Productions. EON, c'est un acronyme qui veut dire Everything or Nothing. Ça ferait d'ailleurs un bon titre pour un James Bond. De nos jours, la société est une propriété d'United Artists. Ouais, je pense qu'il va falloir que je repratique mon anglais. De nos jours, c'est Barbara Broccoli, la fille d'Albert Broccoli, qui est à la tête de la société. La famille Broccoli a entre les mains une véritable mine d'or avec les films de l'agent 007. C'est peut-être pour ça qu'il y a peu de changements entre chacun des films, et que chaque changement est vu comme une révolution. Souviens-toi de la scène où James Bond et une femme sont habillés sous la douche. Il y a aussi que le succès de James Bond réside en une recette ayant des ingrédients précis, et que les changer, c'est risquer de nuire à la recette. On comprend donc pourquoi la famille Broccoli est si conservatrice. Depuis la création de la société qui produit les films James Bond, seulement 2 films ne sont pas des films reliés à l'agent 007. Le premier étant sorti en 1963 et le deuxième en 2017. L'agent secret britannique est donc le seul réel gagne-pain de la société. Avec la fin qu'on connaît du James Bond de Daniel Craig, on peut se demander c'est quoi la suite pour la franchise? Parce que c'est sûr qu'il va y avoir une suite, et une autre, et une autre, puis une autre, et encore une autre. Je répète que James Bond, c'est la seule source de revenus de la société. Je pense que l'idéal, ce serait que le matricule 007 se décolle pour plusieurs années du personnage de James Bond pour visiter de nouveaux avenues. Que le matricule devienne celui d'une femme noire est quelque chose de très intéressant. J'aime bien l'idée pour vrai. Ça risque de donner un nouveau ton au prochain film. En fait, j'ai surtout hâte de voir le premier film de l'agent 007 sans James Bond.